Sylvie Patry a eu l'idée pour le musée d'Orsay et pour la fondation Barnes de venir créer cette exposition qui essaye de déceler avec, je trouve, subtilité les liens d'héritage, de proximité, d'écho, de correspondance entre un génie de la peinture et un génie du cinéma. La peinture et le cinéma sont deux médiums totalement différents. Et donc pour plein de raisons, il est évident qu'on ne peut jamais totalement comparer terme à terme, ce qui d'un côté effectivement est immobile et de l'autre côté est en mouvement. Le contexte aussi historique est différent, le contexte politique est différent, l'époque est différente. Après c'est sûr que Jean Renoir est le fils de son père, qu'il a été sur les pas de son père, qu'il a été dans les lieux où son père a travaillé. C'est un peu le jeu des 7 différences, c'est à la fois les points communs dans quelque chose qui a l'air de ressembler, c'est un univers commun, une philosophie commune, un monde un petit peu qu'ils ont construit tous les deux et qui se ressemblent et en même temps qui divergent sur pas mal de points de vue. On a souvent dit que Pierre-Auguste Renoir, par exemple, s'intéressait peu à des modèles professionnels, qu'il aimait prendre des gens qui étaient autour de lui, des femmes qu'il avait comme ça croisées sur sa route, qui n'étaient pas forcément dédiées au métier de modèle. C'est un peu pareil pour Jean Renoir, qui mélange dans ses castings des acteurs professionnels, ça peut être des acteurs comme Louis Jouvet, comme Jean Gabin, qui ont évidemment beaucoup tourné, et puis des jeunes actrices, des jeunes premières, ou des corps un peu nouveaux de personnalités qu'on ne connaît pas, mettant même en scène parfois ses amis. Dans les premiers films, il a fait des films très artisanaux au début de sa carrière, avec très peu de moyens, où il tourne presque en famille. Il se met d'ailleurs lui-même souvent en scène, Jean Renoir, et donc il prend des acteurs qui n'ont pas le professionnalisme des acteurs qu'il aurait pu choisir. Chez Jean Renoir, la femme est toujours dans le bouillonnement, dans une intériorité absolument dévorante, de désir, elle change d'avis, souvent une femme entre plusieurs hommes. Et donc c'est une femme qui n'a cesse de courir, de marcher, de sauter, de monter un escalier. On le retrouve par exemple dans La règle du jeu, dans Le journal d'une femme de chambre. Et donc ce sont des femmes qui sont tout le contraire des femmes peintes à la fin de sa vie par Pierre-Auguste Renoir, qui ont ce côté extrêmement apaisé, extrêmement immobile. Ça fait partie, même s'il y a des points communs, quand même des différences majeures entre le père et le fils. Alors Jean Renoir a tourné effectivement, comme tous les cinéastes de sa génération, en noir et blanc. C'était un petit peu la seule issue jusque dans les années 50. Il faut dire que malgré tout, il était très soucieux de technique, Jean Renoir. Il était presque un petit peu un inventeur, enfin quelqu'un qui savait s'entourer en tout cas de gens qui aimaient inventer, qui aimaient créer des dispositifs très novateurs. Au lieu d'utiliser la pellicule que tout le monde utilisait à l'époque, qui était très contrastée sur le noir et le blanc, lui, il avait aimé utiliser une pellicule qui était plus fragile, qui était panchromatique et qui du coup, en fait, rendait vraiment compte de toutes les nuances de couleurs. Donc c'est comme si dès les films en noir et blanc, en fait, Jean Renoir avait le désir de tourner en couleur. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la couleur, et ça vient certainement de son père, qui est un des maîtres de la couleur. C'est vrai qu'à partir des années 50, les techniques ont beaucoup évolué. Le Technicolor est arrivé. Jean Renoir, à l'époque, s'est exilé aux États-Unis, donc il a eu accès encore plus facilement à cette technique anglo-saxonne du Technicolor. Et à ce moment-là, pour des raisons un peu personnelles, il décide de faire un film en Inde qui s'appelle Le Fleuve, The River en anglais. On est donc au début des années 50. Et bizarrement, en Inde, c'est comme si ça explosait dans le rapport effectivement à son père et à lui-même. Et c'est vrai qu'après la guerre et après l'expérience du fleuve, il va de plus en plus quelque part se rapprocher de son père. Il va faire se succéder des films en couleur, des films qui donc tous vont avoir un petit peu avec quelque part la génération de son père, que ce soit French Cancan, Elena et les hommes, Le déjeuner sur l'herbe tourné aux Colettes, alors qu'avant-guerre, Jean Renoir est plutôt connu pour faire des films contemporains. Un certain nombre de ses films, même s'ils ont été écrits par lui dans les dialogues ou réécrits par lui, sont basés sur des adaptations littéraires. Il a surtout cherché à adapter des auteurs extrêmement connus, des auteurs souvent du 19e, plus ou moins contemporains de son père, à 10 ou 15 ans près. Zola, La bête humaine, qui est un film extrêmement important. Flaubert, Madame Bovary. À la fin de sa vie, c'est Jean Renoir qu'on appelait lui-même le patron, alors qu'avant le patron c'était Pierre-Auguste Renoir. Et pour toute la nouvelle génération de la nouvelle vague qui a énormément écrit sur Renoir, que ce soit Truffaut, Rivette, Romer, Godard, et qui ont beaucoup cité Jean Renoir comme un de les maîtres, qui l'ont interviewé. C'était vraiment une manière pour eux de s'approprier le cinéma, découvrir Renoir et comprendre Renoir, c'était la première étape pour devenir cinéaste. Donc voilà, une sorte de grande généalogie qui fait qu'on commence dans le 19e siècle et qu'on arrive jusque dans les années 60-70 et qui montre en fait un siècle d'art français à travers cette famille Renoir qui en fait cristallise beaucoup d'autres personnalités, comme on l'a vu, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'autres cinéastes. Et c'est une histoire un peu artistique de la France qu'on va retrouver en filigrane à l'intérieur de l'exposition.